Bienvenue dans Next Gen Manufacturing. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une technologie qui est en train de redéfinir la manière dont on fabrique les objets du futur. C'est un peu la question à 1 million, le grand défi de l'ingénierie moderne. Comment avoir le beurre et l'argent du beurre? La force sans le poids? Eh bien la réponse, elle se trouve dans la façon dont on assemble la matière, mais à une échelle incroyablement précise, fibre par fibre. Alors, comment ça marche exactement? Voilà le programme. On va commencer par les ingrédients de base, puis on verra la chorégraphie millimétrée de leur assemblage, pour finir sur les résultats assez spectaculaires que ça peut donner. Allez, on attaque. Pour résoudre cette équation quasi impossible entre la légèreté et la résistance, les ingénieurs ont développé une méthode qui ne se contente pas d'utiliser un matériau, mais qui va en chercher la force à sa source même, pour en exploiter le plein potentiel. Et cette méthode, c'est l'enroulement filamentaire. Attention, l'idée n'est pas juste d'enrouler du fil autour d'un moule. Non, c'est bien plus subtil que ça. C'est une sorte d'architecture à l'échelle du micromètre, où chaque fibre est placée exactement là où il faut, pour qu'elle donne 100% de ce qu'elle a dans le ventre. Mais alors de quoi on parle concrètement? Un composite, ce n'est pas un seul matériau. C'est une équipe de choc, un duo où chaque membre a un rôle bien précis. Et c'est ensemble qu'ils deviennent bien plus forts que la somme de leurs parties. Pour faire simple, imaginez un squelette. Les fibres, ce sont les os. C'est elles qui donnent toute la force, toute la rigidité. Et la résine, eh bien, c'est la colle, les muscles, tout ce qui tient le squelette en place, le protège et s'assure que les efforts sont bien répartis partout. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. La vraie magie, elle est là, dans ce qu'on appelle la longueur continue. Oubliez les matériaux faits de petits morceaux agglomérés. Ici, on a des filaments qui ne s'arrêtent jamais, des faisceaux de fibres, les rovings, qui parcourent toute la pièce. Et c'est ça, ce fil ininterrompu qui donne une résistance à la traction juste phénoménale. Du côté de la résine, on a l'embarras du choix. C'est un peu à la carte. On va prendre une résine époxy super performante pour une pièce d'avion, mais plutôt une vigne Lester si on fait une cuve qui doit résister à des produits chimiques bien agressifs. Mais elles ont tout un point en commun qui est vital, elles doivent être très fluides. Pensez à du miel tiède. La résine doit pouvoir s'infiltrer partout, vraiment partout, pour enrober chaque microfibre. C'est non négociable. Bon, on a nos ingrédients, passons à la cuisine. Et là, dans l'enroulement filamentaire, la recette, c'est de la géométrie pure et dure. Voilà, si vous devez retenir une seule chose de tout ça, c'est cette phrase, c'est la règle d'or. L'angle avec lequel on dépose les fibres, ce n'est pas de l'esthétique. C'est un calcul hyper précis qui va définir comment la pièce va se comporter, comment elle va résister aux efforts. On programme la résistance. Regardez ça, c'est fascinant. Pour un mat voilier, qui doit être ultra rigide dans sa longueur, on va enrouler les fibres avec un angle très fermé. Par contre, pour un réservoir qui doit contenir une pression énorme, il y a un angle presque magique, autour de 54 degrés. C'est l'angle idéal pour contrer les forces qui partent dans tous les sens. Chaque usage a son angle parfait. En gros, ces angles, on les applique de 3 manières. D'abord, le mode circonférentiel. On enroule à 90 degrés comme du fil sur une bobine. C'est parfait pour empêcher un tube d'éclater. Ensuite, l'hélicoïdal. On croise les fibres, c'est le plus polyvalent, bon à tout faire. Et enfin, le polaire qui permet de fermer les extrémités en passant par les pôles de l'objet, un peu comme les méridiens sur un globe, pour faire des réservoirs complètement étanches. D'accord, on a les ingrédients et la recette. Mais à quoi ressemble le labo de cuisine? On va suivre ensemble le chemin d'une fibre, depuis sa simple bobine jusqu'à son intégration dans une structure de points. C'est une véritable chorégraphie robotique. Ça part d'un immense mur de bobines. Les fibres sont déroulées, leur tension est ajustée au gramme près. Ensuite, elles plongent dans un bain de résine pour bien s'imbiber, puis des rouleaux enlèvent le surplus, et pour finir, une tête de guidage, un bras robotisé, vient déposer cette mèche de fibres encore humide avec une précision d'horloger sur le moule qui tourne. Et cette étape de la tension, elle est absolument fondamentale. Pensez à une équipe de tir à la corde. Si une personne ne tire pas, les autres doivent forcer plus. C'est exactement pareil ici. Si une seule fibre est lâche, elle ne sert à rien et elle fragilise ses voisines. Il faut que les millions de filaments agissent comme un seul homme pour avoir une structure fiable à 100%. Bon, toute cette complexité, toute cette précision, ça donne quoi au final? C'est le moment de voir comment cette technologie passe de la théorie à des objets bien réels qui changent la donne. Et là, la polyvalence est juste hallucinante. On trouve cette techno dans les fuselages de fusées où chaque gramme est compté, mais aussi dans des cannes à pêche qui doivent être ultra légères et super nerveuses. Ça va des bouteilles de gaz comprimé aux énormes silos agricoles. Le principe ne change pas. Résistance maximale, poids minimal. 80%. Retenez bien ce chiffre.
Il dit tout. Ça veut dire que dans une pièce finie, jusqu'à 80% de son poids, c'est de la fibre pure, c'est de la force brute. La résine, c'est juste le liant. Aucun métal ne peut rivaliser avec un tel ratio. C'est comme ça qu'on fabrique des objets qui semblent défier les lois de la physique. Donc si on résume, les avantages sont clairs. On a des performances mécaniques sur mesure, on peut fabriquer des pièces immenses, le processus est super fiable et répétable grâce à l'automatisation, et on atteint ce fameux taux de renfort record. Bien sûr, la solution miracle n'existe pas. La technologie a aussi ses contraintes. D'abord, l'investissement de départ est très lourd. Les machines coûtent cher. Ensuite, on est un peu coincé avec des formes assez simples. Des cylindres, des sphères, des objets symétriques. Et enfin, ça reste un processus qui prend du temps et qui demande un vrai savoir-faire. Et tout ça nous amène à la question finale. Maintenant qu'on a le pouvoir de concevoir la résistance, non plus en choisissant un matériau, mais en organisant sa structure fibre par fibre, où est la limite ? Quelles sont les constructions qui nous paraissent aujourd'hui de la science-fiction, mais qui seront peut-être la norme de demain ? C'est toute la promesse de la fabrication nouvelle génération.